Michel va nous parler du sujet suivant, transcendance ou immanence du langage, un problème méthodologique ou métaphysique? Point d'interrogation. Merci Frédéric. Je voudrais évidemment, la tradition l'exige, mais dans ma bouche aujourd'hui, c'est un petit peu plus qu'une conformité à la tradition. Remercier les organisateurs de ce colloque, Frédéric, Corinne et Gérard Rollet. Je crois qu'on a un certain nombre de personnes à espérer et attendre cet événement depuis quelques années. Et je le vois arriver et démarrer avec un mélange non dissimulé de joie et de gourmandise. De façon peut-être beaucoup plus anecdotique et beaucoup plus égoïste également, je mesure le fait je vous remercie, disons, d'avoir placé mon exposé à un moment où j'ai un peu moins que d'habitude à subir l'injonction d'essayer d'être à la hauteur de ce qui m'a précédé, ce qui est assez confortable pour moi et inhabituel aujourd'hui. Je me souviens que à Paris-Ouest Nanterre, en 2008, il y avait eu un séminaire doctoral consacré à Jean-François Lyotard. Ce séminaire était animé par Jean-Michel Salansky et celui-ci nous avait décrit le parcours de Lyotard comme étant ponctué de plusieurs révisions profondes. Je me souviens encore de l'expression qu'il avait utilisée à l'époque. Il nous avait dit « Lyotard a changé ses axiomes plusieurs fois ». Et il dégageait ainsi 5 grandes périodes: la période militante de socialisme ou barbarie, la période discours-figure, la période économie libidinale, la période du différent, où sans doute la méthodologie langagière est la plus marquée, la plus appuyée, et puis la dernière période, celle de l'occurrence affective d'avant la phrase, disons. Mais dans la pensée mathématique d'où ce vocabulaire est issu, Lyotard a changé plusieurs fois ses axiomes. En fait, le choix des axiomes n'est en général pas du tout l'acte premier. Des axiomes sont en général choisis en vertu de leur capacité à cerner ou à maîtriser un univers d'objets ou un questionnement qui les précède. Autrement dit, ce n'est pas parce que l'on change d'axiome que l'on change radicalement de questionnement. Donc, cela signifie que derrière les révisions radicales et successives de Lyotard, il pourrait y avoir une sorte de permanence de questionnement dont chaque série d'axiomes correspondrait peut-être à une certaine formulation. Et il se trouve qu'en 2007, lors du colloque Les transformateurs Lyotard, Corinne Hénaudot avait quasiment ouvert son exposé sur une proposition d'une telle permanence. Je vais me permettre de la citer. Lyotard a d'emblée travaillé sous l'injonction de résister à l'injustice en cherchant le mode d'opération. La politique familière a échoué, gravement. Tout le travail de Lyotard est comme la scansion d'une seule question: où est l'erreur? Fin de citation. Donc, la permanence serait quelque chose comme chercher l'erreur du politique, mais sous l'injonction de résister à l'injustice. Mais dans l'expression même de cette permanence, je vois une espèce de difficulté méthodologique, et c'est dans cette difficulté que je voudrais m'engouffrer dans l'exposé qui vient. Chercher l'erreur est une démarche descriptive, ou dans le vocabulaire de Lyotard, une démarche cognitive. Il s'agit d'en faire la généalogie, d'en saisir la mécanique. Qu'est-ce qui, dans le politique, ne se laisse pas penser? Mais cette démarche, semble-t-il, ne prend son sens que soumise à une injonction prescriptive qui, elle, n'a rien à voir avec la vérité de la description. L'erreur à penser est erreur en tant qu'elle manque une injonction prescriptive. Mais alors, comment comprendre l'erreur comme une erreur? Dans une démarche descriptive, en général, une erreur est une description fausse. Là, nous cherchons une description vraie, mais en erreur, et en erreur parce qu'en infraction, avec une injonction qui viendrait comme de façon extérieure à la description qui s'opère. Et donc l'objet de mon exposé est d'essayer d'analyser, d'appréhender, de comprendre, de saisir cette difficulté méthodologique dans la période spécifiquement ou particulièrement langagière de Lyotard, c'est-à-dire en gros de la fin des années 70 au début des années 83, le tournant 78-79 à 83-84, autrement dit de la condition postmoderne au différent. Et durant cette période, la méthode langagière se révèle assez radicale.
Il ne s'agit pas seulement chez lui d'expliquer de façon critique des règles d'enchaînement d'énoncés, il s'agit progressivement de traiter le langage comme déployant les conditions de possibilité de toute socialité, puis de toute pensée, progressivement, de toute ontologie et même de toute métaphysique. Même la transcendance ne peut plus prétendre transcender le langage, puisque l'expression même de cette transcendance sera interne au langage. Lyotard écrit même cette phrase que je trouve assez extraordinaire dans Le Différend, je la cite, le hors-monde, elle n'a que valeur illustrative ici, le hors-monde, le sujet, est présenté dans un univers de phrases où il est situé sous la relation de transcendance. Mais la transcendance est une situation immanente à l'univers présenté par la phrase qui la déclare. Rien ne peut espérer transcender le langage devient une espèce de totalité que rien ne pourrait déchirer, tout devra s'opérer dans le langage. Alors, je voudrais commencer par reformuler la difficulté méthodologique dans le contexte langagier qui est celui-ci. Dans cette approche, l'injonction de justice ne saurait précéder la grammaire. Comme tout, l'injonction de justice lui est immanente. Comment alors en faire une injonction à partir de laquelle juger la grammaire et traquer ses erreurs? Si la justice est comprise comme un fait de grammaire, alors elle n'est pas une erreur de grammaire, ni donc une injustice, une bizarrerie, une anomalie, quelque chose qui devrait déranger, elle n'est qu'un fait. Comment la comprendre comme un mal? Donc, je vous propose d'essayer d'investiguer cette espèce de difficulté, quasi-contradiction originaire, d'abord dans la condition postmoderne, mais ce ne sera qu'une introduction. On verra qu'on aura du mal à poser vraiment proprement le problème dans ce contexte-là, puis dans le différent, où la question prendra toute son ampleur. Donc, dans la condition postmoderne, Lyotard s'interroge sur la légitimation du savoir, puis par une sorte de capillarité conceptuelle, légitimation des institutions, des lois, etc. Et il écrit d'entrée de jeu ou presque, nous avons préféré une procédure, c'est de mettre l'accent sur les faits de langage, et dans ces faits, sur leur aspect pragmatique. Le lien social observable est fait de coups de langage. Donc on le voit, ce choix est d'abord présenté avec prudence comme une simple préférence méthodologique, mais il est très rapidement justifié, de façon appuyée et forte, quelques pages plus tard, où il écrit « Nous ne prétendons pas que toute la relation sociale est de cet ordre langagier, cela restera ici une question pendante, mais que les jeux de langage soient le minimum de relations exigées pour qu'il y ait société, il n'est pas besoin de recourir à une Robinsonade pour le faire admettre. » Donc si on reformule de façon un petit peu rapide et ramasser la justification, en gros c'est celle-ci, la grammaire, et notamment dans sa dimension pragmatique, est une condition nécessaire de la socialité. La socialité n'est peut-être pas réductible à la grammaire, mais les faits de langage, régulés nécessairement par la grammaire, sont sa manifestation observable, nécessairement. Et donc, si nous pouvons dégager, en quelque sorte, des champs de force directement issus de la morphologie générale de la grammaire, nous pourrons par là même opérer des inférences nécessaires quant à la socialité. Alors, on connaît bien l'usage que Lyotard a fait de cette approche dans la condition postmoderne. Je vais quand même me permettre de prélever peut-être 3 ou 4 minutes pour le reformuler très rapidement dans le contexte et dans l'horizon que je viens de poser ici. Donc, la caractéristique morphologique fondamentale de la grammaire est son hétérogénéité. Ça, c'est la réception de l'enseignement de Wittgenstein, posé comme tel. La grammaire est une juxtaposition de jeux de langage hétérogènes. Chaque jeu de langage a ses propres règles de légitimation qui lui sont immanentes. À l'intérieur d'un jeu de langage, tel enchaînement de phrases est légitime, tel autre ne l'est pas, mais il est impossible de légitimer une phrase universellement. Mais comment alors légitimer non pas une phrase dans un jeu de langage, mais un jeu de langage dans une société? Et en particulier, comment légitimer la science auprès d'un peuple qui en ignore la grammaire, légitimation qui est pourtant bien nécessaire, ne serait-ce qu'à l'obtention de son financement. On connaît la suite. Il se trouve qu'un jeu de langage possède cette étrange propriété d'être à la fois spontanément auto-légitimant et universellement légitimant vis-à-vis des autres jeux de langage. Il s'agit du récit. Le récit est capable de se mettre lui-même en scène et de mettre en scène les autres jeux de langage dans un espace qui est immédiatement axiologique, donc susceptible de légitimation.
Le narratif va prendre ce rôle de méta-jeu de langage, en quelque sorte, susceptible de distribuer universellement la légitimité aux autres jeux de langage. Et en Occident, on le sait, ce sont les grands récits, grands signifiant, je pense, à prétention universelle, disons, les grands récits des aventures de la connaissance, le récit spéculatif, et les aventures de la liberté, le récit de l'émancipation, qui ont joué ce pouvoir légitimement pour nous. Et bien sûr, cette légitimation narrative ne va pas fonctionner bien longtemps, en Occident du moins, parce que le savoir va se découvrir non légitimé de son propre point de vue par ces récits. Et le savoir ne peut pas se voir légitimé par la liberté qu'il engendre. D'une théorie vraie, il ne résulte pas une décision juste, et il ne peut pas non plus se voir légitimé par le processus d'engendrement dont il est le moteur, parce que cette légitimation, en quelque sorte, se présuppose, en s'explicitant, elle en appelle toujours à une nouvelle légitimation. Donc le narratif est certes seul en situation grammaticale de tout légitimer, mais le savoir était programmé en quelque sorte pour faire nécessairement exception. Le jeu de langage de la science, nécessairement, allait se retourner contre le narratif en s'y découvrant non légitimé de son propre point de vue. C'était en quelque sorte écrit dans la forme a priori de la grammaire. Et le savoir, libéré du narratif, se retrouve comme livré à lui-même en quelque sorte pour s'auto-légitimer, mais il se voit immédiatement comme inféodé à un autre discours, le discours économique, parce que la preuve scientifique nécessite des ressources économiques de plus en plus lourdes, et donc l'économique va condamner la science et le savoir à la performativité pour légitimer ses financements. Voilà en gros ramassé de notre perspective, en quelques phrases, le raisonnement dans la condition postmoderne. Remarquons qu'à ce stade, la démarche est totalement descriptive. Nulle trace de normativité ou d'injonction prescriptive qui pèserait sur le raisonnement pour l'orienter. La grammaire, elle est décrite comme hétérogène, le récit est décrit comme universellement légitimant, le savoir est décrit comme devant inexorablement se retourner contre le récit, et la science est décrite comme inféodée à l'économique et assignée à la performativité. Le processus est décrit et déterminé de part en part par des conditions grammaticales. On est dans le cognitif ou dans le descriptif de part en part. On peut donc se demander à ce moment-là qu'est devenue la prescription de lutter contre l'injustice et qu'est devenue l'injustice d'ailleurs dans cette affaire grammaticale. On en trouve un certain nombre de traces. Et notamment, on en trouve une première trace, une trace de normativité ou d'injonction, dans le chapitre sur la légitimation de la recherche. Lyotard nous prévient que dans sa réflexion sur la légitimation, il accepte la terreur, qui est certes une socialité, qui aurait peut-être un pouvoir radicalement légitimant, mais évidemment d'une nature un peu bizarre. Son pouvoir de légitimation n'est pas celui d'un meilleur coup dans un jeu de langage, mais de la menace d'éliminer du jeu. Et la terreur, en cela, ne mérite pas de compter parmi les jeux de langage. C'est quand même un petit peu étrange sur le plan méthodologique, parce que la terreur est une forme de socialité. Et au titre de socialité, elle devrait se voir méthodologiquement soumise à la grammaire. Comment justifier qu'elle fasse exception à la méthodologie générale ? Lyotard nous dit simplement dans le texte, ce cas de la terreur se trouve hors jeu de langage. Et ceci du simple fait que la terreur ne joue pas un jeu, mais exclut des jeux. Autrement dit, la terreur a une grammaire qui perturbe les autres grammaires. Une grammaire qui ne respecte pas l'autonomie des autres grammaires. Et en vertu de cela, elle est en quelque sorte destituée de son statut de grammaire. Et c'est dans cette destitution que se joue une première incursion de la prescription. Là se joue une espèce de point de rencontre méthodologique, qui est d'ailleurs difficile à suivre, de la prescription grammaticale, de la description grammaticale, et de l'injonction de justice. Mais comment le justifier ? Comment justifier cette évacuation de ce que pourrait être la grammaire de la terreur ? En fait, c'est d'autant plus étonnant qu'il n'est pas rare qu'une grammaire se mette à violenter les autres. C'est même un cas assez courant. La grammaire économique, par exemple, ne cesse de violenter les autres grammaires, sans pour autant cesser d'être une grammaire. On pourrait aussi décrire les grammaires idéologiques comme étant des grammaires qui ne cessent de violenter les autres. Et cette violence, dans tous ces cas, n'est qu'un fait de grammaire. Elle n'est nommée violence ou terreur que de façon métaphorique, mais sa situation péjorative sur le plan éthique reste à établir.
Et il faudra attendre d'aller un petit peu plus loin dans le raisonnement de Lyotard pour aller dans ce sens. À ce stade, l'élimination de la terreur ne se déduit pas de la description grammaticale, elle s'impose comme de l'extérieur du raisonnement, un petit peu en vertu du même geste que celui d'un mathématicien qui éliminerait dans son raisonnement un cas dégénéré parce qu'il le juge sans intérêt, mais dans un jugement qui là n'est plus mathématique, mais qui est issu d'une normativité extérieure aux mathématiques et qui s'applique aux mathématiques. Mais là, dans notre cas de la terreur vis-à-vis de la grammaire, c'est un petit peu étrange parce qu'il ne s'agit justement pas d'un cas sans intérêt, mais au contraire du cas central, du cas de l'injonction de résister à l'injustice. Et donc à ce stade, pour ma part, je ne comprends pas. Une méthodologie grammaticale sophistiquée se voit comme en quelque sorte mise entre parenthèses à un moment crucial de son développement. Et une seconde incursion du normatif apparaît dans le dernier chapitre, dans le dernier chapitre de la condition postmoderne, sur la légitimation par la paralogie. La question qui traite Lyotard est la suivante. La mécanique grammaticale pousse la science, on l'a vu, à se voir légitimée par sa performativité, et en cela, elle laisse le langage du savoir soumis au langage économique. Mais cette soumission est à rejeter. Elle n'est pas une bonne légitimation, elle est la conséquence naturelle de la mécanique grammaticale, mais elle est illégitime. Il faut trouver autre chose. La question que je soulève, c'est comment Lyotard justifie-t-il grammaticalement, puisqu'on est dans une méthodologie grammaticale de part en part, ce jugement normatif? J'ai trouvé deux réponses dans le texte, deux réponses à laquelle on peut spontanément adhérer, mais qui sont méthodologiquement, c'est-à-dire grammaticalement, infondées. Première réponse, parce que cette soumission relève de la terreur, qui n'est autre que la soumission d'un jeu de langage à un autre. Cela viole l'hétérogénéité de la grammaire. Mais cette hétérogénéité de la grammaire n'est qu'un fait de grammaire. Elle n'a pas été établie comme Wittgenstein, dont Lyotard se pose comme l'héritier ici, elle n'a pas été établie comme un idéal de justice, mais comme un fait de langage. La grammaire qui se retrouve en situation factuelle de se bousculer à elle-même n'est qu'un autre fait de langage. Cette violence que la grammaire se fait à elle-même semble incarner le mal, mais au nom de quoi? Le lien conceptuel entre l'idée d'injustice et la violence que la grammaire se fait à elle-même n'est pas établi à ce stade. J'ai envie de dire quelque chose comme « mais qui se mobiliserait pour pacifier une grammaire et pourquoi ?» Y a-t-il là un non-dit essentiel, par exemple celui de la souffrance du scientifique qui serait écarté du jeu par l'économie? Mais ça ne fonctionne pas du tout. Pourquoi porter une attention particulière sur la souffrance des seuls scientifiques, au détriment, par exemple, de celle des travailleurs manuels, absolument indifférents à l'éros scientifique, et à qui, pourtant, on demande le financement, par leur impôt, du savoir? Seconde réponse de Lyotard, la performativité de la science ne s'anticipe pas, parce que la science est faite d'innovations radicales, en quelque sorte de modification de ces méta-règles prescriptives. Nous ne maîtrisons pas efficacement l'algorithme de l'efficience, donc le projet de la légitimation par l'efficience est vain. Et là, c'est un argument qui me semble encore plus étrange, parce qu'il revient à rejeter la légitimation par la performativité au nom de la performativité. La soumission à l'économique et donc à la performativité est mal parce qu'elle est fausse. Elle ne fonctionne pas, elle n'atteint pas l'efficience. Mais alors, on peut imaginer que si une innovation permettait d'inféoder efficacement le savoir à l'économique avec une authentique maîtrise de l'efficience, la soumission à l'économique serait devenue, sur le plan méthodologique, légitime aux yeux de Lyotard. On peut évidemment en douter. Je crois que l'injonction de justice n'est pas proprement récupérée à ce niveau dans l'argumentation. On peut noter au moins une troisième incursion du normatif dans le texte. Elle intervient tout à la fin, au moment de généraliser l'instabilité nécessitée par la science à l'ensemble de la société. Alors Lyotard évacue immédiatement le consensus habermasien comme impossible, et ça on le comprend très bien, en raison de l'hétérogénéité de la grammaire, puisque les consensus ne peuvent être qu'internes à chaque jeu de langage. Mais Lyotard écrit alors immédiatement après cette phrase « Le consensus est devenu une valeur désuète et suspecte, ce qui ne l'est pas, c'est la justice. Il faut donc parvenir à une idée et à une pratique de la justice qui ne soit pas liée à celle du consensus. » Mais il écrit ça à la page 106 du livre, qui en fait 107. Donc, ceci ne peut pas précéder un développement qui l'étaye ou qui l'appuie. On restera en quelque sorte sur notre faim quant à cette question. Comment la justice fait-elle irruption dans cette description grammaticale? Comment faire le lien entre l'idée de justice et ce qui semble finalement l'incarner dans la grammaire, le respect de l'hétérogénéité des jeux de langage,
et la libre prolifération respectueuse des idiomes. À ce stade, pour ma part, je ne l'ai pas saisi. La méthodologie grammaticale semble en quelque sorte s'enrayer à un moment qui pourtant me semblerait crucial. Respecter l'hétérogénéité des jeux de langage, désir de justice et désir d'inconnu et de nouveaux idiomes semblent être des injonctions affines sous la plume de Lyotard dans la condition postmoderne, mais cette affinité ne résulte pas encore, de la méthodologie langagière adoptée, et chacune de ces injonctions semble venir comme de l'extérieur de la démarche. En fait, il me semble qu'il fallait attendre le différent, qui suivra très rapidement, pour enfin poser le lien conceptuel solide entre justice et grammaire. Donc je passe au différent, où la situation s'explicite et s'éclaire, et sur le plan méthodologique, évidemment, elle se radicalise. Le langage n'est plus en situation de condition de possibilité de la socialité, elle est mise en situation absolument englobante. Dans une sorte d'ontologie de phrases, l'unique présupposé de Lyotard est un « il y a des phrases » qui enchaînent l'une après l'autre, mais une seule à la fois, et selon des grammaires profondément hétérogènes. Le destinateur de la phrase, son destinataire, son référent, c'est-à-dire ce dont elle parle, et son sens, c'est-à-dire ce qu'elle en dit, ne sont que des instances de phrases. Autrement dit, ce qui vient à l'être n'y vient dans le différent qu'en tant que constituant d'un univers de phrases, c'est-à-dire en tant qu'une de ces instances. Et la situation relative de ces instances, c'est-à-dire les relations qu'elles entretiennent dans l'univers de cette phrase, destinateur, destinataire, stance et référent, constitue le régime de la phrase, la description, la prescription, l'interrogation, le commandement, constituant autant d'exemples de régime de phrase. L'autre notion bien connue que je ne fais que rappeler et qui est essentielle et qui a été élaborée par Lyotard dans le différent est celle de genre de discours. Il s'agit de l'enjeu qui constitue l'idée directrice des enchaînements de phrases. Selon qu'il s'agisse de la connaissance ou de la justice, ou de faire rire, ou de trancher un litige, ou de gagner du temps, ou de séduire, ou de convaincre, chacun de ces enjeux et bien d'autres détermine un genre de discours, c'est-à-dire un mode d'enchaînement des phrases, de régimes pouvant être d'ailleurs différents. Et on appellera idiome un composé, d'ailleurs non précisément défini, de genre de discours et de régime de phrases. Le point de départ méthodologique est encore le même, c'est celui de l'hétérogénéité, évidemment. Les idiomes sont intraduisibles les uns dans les autres. Les enchaînements d'un régime à l'autre ou d'un genre à l'autre sont illégitimes. La légitimité des enchaînements des phrases est complètement immanente aux idiomes. Et une fois posé ce cadre théorique, où l'humain, et c'est un point essentiel, en tout cas dans le développement que je vous propose, où l'humain est réduit à une simple instance de phrase, destinateur, destinataire ou référent, et où donc toute trace d'anthropomorphisme ou de phénoménologie est totalement bannie, il s'agit, nous dit Lyotard, d'opérer un examen critique de la grammaire afin que, je cite, le langage se connaisse. L'enjeu explicité des phrases de Lyotard dans le différent est que le langage se connaisse par un examen critique de ses grammaires et des passages possibles et surtout impossibles entre idiomes. Je voudrais soulever tout de suite la question, est-il crédible lorsqu'il nous affirme que l'enjeu du différent est que le langage se connaisse lui-même? Un enjeu épistémique dont le sujet connaissance serait le langage n'a évidemment pas grand sens. Que le langage se connaisse lui-même ne peut signifier qu'une chose, et Lyotard va l'expliciter très vite, que le langage se respecte, cesse de se violenter, se sache violent lorsqu'un idiome tente d'arraisonner les autres idiomes et de les soumettre à ses règles d'enchaînement et à ses enjeux. Autrement dit, l'enjeu de Lyotard est que le langage intègre dans sa grammaire le respect de son hétérogénéité comme une prescription et non plus comme un fait. Il s'agit de produire cette espèce d'archigrammaire qui faisait peut-être défaut à la condition postmoderne et qui construit l'affinité entre l'enjeu de justice et le respect de l'hétérogénéité grammaticale. Et cet enjeu, évidemment, n'a rien d'épistémique, il a tout d'un enjeu éthique. Et Lyotard l'explicite, je le cite, « Par mal, j'entends et l'on ne peut entendre que l'interdiction des phrases possibles à chaque instant, un défi opposé à l'occurrence, le mépris de l'être. » Et évidemment, on entendra, par contraposé, que le bien est la possibilité de la venue à l'être de tous les univers de phrases, la possibilité qu'une phrase soit située par la phrase qui enchaîne dans un idiome inattendu et nouveau, autrement dit, le bien, c'est le arrive-t-il dans son vocabulaire.
Et c'est un enjeu éthique qui, bien sûr, se camoufle en un enjeu épistémique sans sujet. Ce camouflage, d'ailleurs, se trahit parfois, peut-être souvent, lorsque nous lisons entre les lignes du texte, parfois, une phrase silence émise par Lyotard, une phrase sentiment. On peut imaginer que dans une froide démarche du savoir qui n'a que le même pour enjeu, il n'y aurait sans doute nul besoin de phrase silence ou de phrase sentiment. Et bien sûr, ce camouflage est imposé par le choix méthodologique qui est le sien, de cette ontologie de phrases. Si les phrases précèdent les humains, si ceux-ci ne sont que des instances de phrases, l'enjeu ultime est nécessairement une question de grammaire. La justice et l'éthique doivent devenir des questions de grammaire. Leur enjeu doit devenir un enjeu grammatical. Comment donc faire émerger un tel enjeu normatif dans le cadre de cette démarche qui n'est que connaissance du langage par lui-même? Cette fois-ci, dans un premier temps, c'est-à-dire en gros dès le début du livre et jusqu'au chapitre sur l'obligation, l'éthique devenant grammaire apparaît clairement dans l'idée que la justice passe nécessairement par la possibilité de dire le dommage que l'on a subi pour demander et obtenir réparation. Or, parfois, c'est le développement de Lyotard, nous subissons un dommage dont le règlement se déroule dans un certain idiome, alors que le dommage ne se signifie pas dans cet idiome. Le dommage est alors inexprimable, il devient dans son vocabulaire un tort, le plaignant devient une victime, la situation grammaticale devient un différend. Les exemples sont nombreux, j'en reprends deux. Il est par exemple possible de se plaindre du déroulement d'un contrat de travail devant un tribunal, mais ce tribunal ne sera jamais en situation grammaticale de juger d'une éventuelle violence inhérente au simple fait de vendre sa force de travail, par exemple. Ou encore, les victimes d'un massacre sans témoin ne peuvent témoigner du massacre, évidemment. Si l'unique idiome qui est reconnu est celui de la preuve historique, il y a différents qui se manifestent par la phrase silence. On retrouve d'ailleurs ici le scénario de la terreur, qui avait été placé hors grammaire dans la condition postmoderne, et qui là devient un cas de différent. Donc nous avons trouvé, enfin, l'enjeu de justice qui commence à devenir un enjeu de grammaire. Il ne s'agit évidemment pas de protéger les idiomes contre la violence que leur feraient d'autres idiomes. Il s'agit de rendre exprimables les torts, les ramener à la situation grammaticale de dommage pour qu'ils puissent être réglés. Et pour cela, respecter l'hétérogénéité des idiomes, puisqu'ils sont intraduisibles les uns dans les autres, mais aussi encourager les nouveaux idiomes, l'émergence, le arrive-t-il. Et Lyotard écrit que la phrase « il n'y a plus de victime » devient tautologique avec « il n'y a plus de différent ». Le mal est bien l'arraisonnement de la variété des idiomes par l'un d'eux. La justice devient l'attention à ce qui cherche à être dit via des idiomes qui n'existent peut-être pas encore. Pourquoi ? Eh bien simplement en vertu du fait que le tort doit être dit pour être réparé. Le mode opératoire de la justice serait donc le respect de l'immanence de la légitimité aux idiomes et donc l'attention aux nouveaux idiomes pour que les dommages soient entendus. C'est bien de l'éthique, pas tout à fait devenue grammaire, mais pas loin, disons de l'éthique traduite en grammaire. Est-ce que le Contillet, autrement dit, est-ce que nous avons vraiment là la justice ? C'est sans doute difficile à admettre, sans doute pour beaucoup de raisons. Je voudrais en soulever deux, parmi d'autres possibles sans doute. D'une part, cela supposerait que l'injustice soit toujours un cas de dommage réparable mais non réparé, faute d'idiome. Mais n'y a-t-il pas des injustices, et n'est-ce même pas le cas peut-être général de l'injustice, des injustices dans des situations complexes dont l'enjeu n'est pas d'exprimer un tort, mais d'arbitrer entre plusieurs dommages et donc de comparer l'incomparable en quelque sorte. D'autre part, deuxième raison pour laquelle nous n'avons sans doute pas là l'injustice au sens plein, même dans la situation où l'injustice est un cas de dommage à réparer, en quoi la possibilité de la demande de justice serait l'enjeu ultime ? L'enjeu ultime ne me semble pas être la demande de réparation, mais l'obtention de la juste réparation. Or, la réparation juste suppose que nous disposions d'une prescription originaire qui dise ce qu'est la justice et d'une théorie du monde à partir de laquelle il serait possible d'agir pour se rapprocher de cette prescription originaire. Or, la prolifération des idiomes n'aide en rien, me semble-t-il, à cette démarche. Au contraire, on aurait envie d'affirmer. Cette prescription originaire dont nous aurions besoin pour établir l'idée de justice
souffrirait immédiatement d'un différend avec tous les idiomes proliférants au contraire. Évidemment, Lyotard n'ignore pas cette difficulté, loin de là, j'ai presque envie de dire que c'est de lui que je l'ai apprise. Mais vouloir mieux que transformer les torts en dommages semble dans le différend méthodologiquement impossible. Comme si sa démarche consistait à expliquer l'échec de la pensée du juste, plutôt qu'à chercher le mode opératoire de la lutte. Et l'échec s'explique d'ailleurs fort bien, dans cette approche langagière. Tout est magnifiquement dit et expliqué en quelques phrases dans le chapitre « Le genre, la norme », où l'archinormativité est explicitée comme désespérément impossible. L'idée même d'un enjeu ultime que serait la justice est présentée comme grammaticalement impossible. Il le montre ainsi, je reprends l'argument en quelques mots. S'il devait apparaître une finalité suprême des enchaînements de phrases, qui serait le juste ou le bien, alors elle devrait s'incarner dans un genre de discours, puisque le genre est la modalité d'enchaînement des phrases en vertu d'une finalité. Mais alors cela signifierait qu'il existe un genre de discours suprême, susceptible, peut-être pas d'arraisonner les autres genres, mais au moins de les englober, ou du moins du point de vue duquel les autres genres seraient jugés selon leur contribution, leur compatibilité avec le genre suprême. Mais d'une part, cela contredit l'idée fondamentale de l'hétérogénéité des idiomes dont nous étions partis, et d'autre part, cela tomberait sous le coup du paradoxe de Russell, nous explique-t-il, ou bien ce genre suprême qui englobe tous les enjeux est un genre parmi les genres et il ne saurait prétendre à rien de suprême, ou bien il n'est pas un genre, mais alors il n'englobe pas tous les enjeux puisqu'il ne saurait englober le sien. Voilà donc pourquoi nous ne pouvons, avec la méthodologie langagière de Lyotard, que renoncer au genre suprême que serait l'éthique, et nous devons nous contenter de témoigner de la difficulté, en quelque sorte. L'enjeu de Lyotard ne peut sans doute pas finalement être la justice devenue grammaire, au sens où nous l'aurions voulu, Lyotard étant sans doute inclus dans le « nous ». Il n'est qu'un témoignage du différent, c'est-à-dire de l'inextricabilité de l'enjeu de justice, témoignage du fait qu'on ne juge qu'en vertu d'un enjeu, dans le contexte d'une certaine situation relative des instances de phrase. Les autres enjeux et les autres situations relatives entre instances de phrase sont alors inévitablement asphyxiés. De cela, nous pouvons au moins témoigner, mais nous ne pouvons espérer rien de plus. La grammaire fait de la justice comme enjeu ultime une aporie. Nous avons compris l'erreur, mais nous ne pouvons enchaîner que par une phrase silence, si l'on veut. Puis nous pouvons éventuellement essayer de transformer certains torts en dommages dans une sorte d'éthique minimale, en quelque sorte, celle qui est permise par cette ontologie de phrase. Pourtant, l'enjeu de justice au sens plein, c'est-à-dire au sens où il va au-delà du respect de l'hétérogénéité, est évoqué, et même très fortement dans le différent. Lyotard écrit par exemple « Quand Yaakov Yitzhak de Lublin accorde à Yishaya que peut-être nous agissons justement quand nous ne voulons rien obtenir par notre action, il circonscrit l'enjeu du genre éthique, son succès, la justice, serait le désintéressement parfait du moi, le dessaisissement de la volonté. » Voilà, dans cette phrase, affirmée d'une traite, en une seule phrase, l'enjeu dont on sent bien qu'il pourrait être l'enjeu suprême pour Lyotard et pour nombre de ses lecteurs, mais comment légitimer qu'il s'agisse d'un enjeu suprême? C'est impossible, on vient de le voir, ce serait paradoxal. Mais en fait, Lyotard va beaucoup plus loin. Non seulement il ne peut s'agir d'un genre suprême, mais il ne peut même pas s'agir d'un genre établi. Ce n'est pas un enjeu grammatical. Parce que pour accepter que le dessaisissement de la volonté engendre un genre de discours, il faudrait le circonscrire avec des présupposés anthropomorphiques, l'exprimer en termes de phénoménologie des intentions, comme si nous n'étions pas de simples instances de phrases. En fait, nous sommes de simples instances de phrases, il n'y a aucunement dessaisissement de la volonté qui engendre un genre, il y a une phrase qui affirme que la justice est le dessaisissement de la volonté. Et cette phrase, pour être légitime, devrait légitimement enchaîner sur une autre phrase, en vertu d'un genre qui la précède. Cela n'engendre donc aucun genre. Nous avons encore raté. La méthodologie langagière, en quelque sorte, explique l'erreur, mais rend aporétique l'idée que cette erreur est une erreur. Elle ne peut apparaître que comme un simple fait de grammaire. En faisant apparaître l'erreur grammaticale, Lyotard l'aurait en quelque sorte dissoute en tant qu'erreur. Pourtant, il tente bien de récupérer cet enjeu éthique suprême d'une façon méthodologiquement acceptable. Le dessaisissement de la volonté serait un processus grammatical selon lequel
une instance destinataire n'enchaîne jamais en devenant l'instance destinatrice. Suite à la prescription reçue par moi, par exemple, je ne la commente pas. Seul un acte, d'obéissance ou non, est légitime éthiquement. Cette récupération méthodologique est précisée dans un petit article rédigé à peu près dans la même période, un petit peu avant, intitulé « La logique de Lévinas ». On aura évidemment reconnu Lévinas dans cette idée de dessaisissement de la volonté. Lyotard y caractérise la grammaire de l'éthique par un régime de phrases et non par un genre de discours, le régime prescriptif. Rester destinataire et ne pas devenir destinateur. Cela signifie ne pas commenter l'ordre, ne pas le légitimer, mais lui obéir, ne pas basculer dans un régime descriptif prenant l'ordre pour référent, mais demeurer dans une pragmatique purement prescriptive, incarnée par le petit mot « obéir ». Il n'y a donc pas de genre de discours suprême, mais peut-être il y aurait un régime de phrases suprême si on en respecte la pureté grammaticale. Mais là, j'ai un autre problème. A-t-on vraiment saisi l'enjeu éthique lévinassien avec l'idée de respecter la pureté prescriptive de la phrase qui commande ? Il me semble que non. Le dessaisissement de la volonté, ou passivité, n'est pas décrit par Lévinas comme une pragmatique purement prescriptive, mais comme au contraire une non-pragmatique, puisque le destinateur de l'ordre est le grand absent, l'illéité dans le vocabulaire de Lévinas. N'écrit-il pas, par exemple, dans Humanisme et Anarchie, ne décrit-il pas cette passivité comme une obéissance à un ordre s'accomplissant avant que l'ordre ne se fasse entendre, avant que l'ordre ne se fasse entendre et non avant que l'ordre ne soit commenté? Ne le décrit-il pas, dans Autrement qu'être, comme un commandement qui retentit dans la bouche de celui-même qui obéit? Autrement dit, l'absence empirique du destinateur de l'ordre chez Lévinas est essentielle à l'éthique et semble perturber la méthodologie grammaticale de Lyotard, qui a incontestablement besoin de 4 instances de phrases. En outre, et ce sera mon dernier argument, comment rendre compatible l'idée que la justice réside dans la pureté de la pragmatique prescriptive et celle qui est radicalement antinomique, faisant du arrive-t-il, de l'attente bienveillante de l'idiome inattendu, l'incarnation grammaticale du juste. Il faudra bien décider qui aurait le privilège de constituer l'oraison suprême, ou le régime prescriptif pur, ou bien l'archiprescription grammaticale d'attendre la naissance de l'idiome nouveau. À ce stade, on ne sait pas. En conclusion, je crois que depuis le début, nous ne faisons que buter sur une même difficulté, indépassable, me semble-t-il. La méthodologie grammaticale ne peut pas faire émerger un enjeu qui oriente la grammaire, puisque dans cette approche, tout lui est immanent. La justice y est condamnée à demeurer un enjeu grammatical parmi d'autres, qu'il soit genre ou régime. L'hétérogénéité de la grammaire est bien un fait grammatical, mais l'archiprescription de respecter cette hétérogénéité, de protéger les idiomes fragiles des idiomes qui les arraisonneraient, n'est pas interne à la grammaire. Elle n'est que la traduction grammaticale de l'injonction non grammaticale de rendre exprimables les torts, traduction qui, en outre, nous l'avons vu, est loin d'épuiser l'idée de justice. Dans le différent, être, c'est être une instance de phrase, ou si vous me permettez cette allusion, être, c'est phraser ou être phrasé. Si la justice, à propos de laquelle Lyotard ne cesse d'invoquer Lévinas, doit constituer un horizon ultime de la pensée, l'injonction ultime qui oriente le « chercher l'erreur » avec lequel nous avions commencé, alors elle ne peut qu'être anarchique, c'est-à-dire autrement qu'être, donc autrement que phrase. Elle ne peut pas, me semble-t-il, émerger comme morphologie de phrase légiférant l'être, mais plutôt comme orientation de toute phrase, comme ce en vertu de quoi, et non pas ce en conséquence grammaticale de quoi, il y a des phrases qui ne seraient pas des phrases silence. En voulant interpréter Lévinas comme morphologie grammaticale, et en affirmant que le genre suprême est aporétique, pour en déduire finalement qu'un langage se connaissant lui-même et respectant ses idiomes constituerait notre meilleur horizon de justice, Lyotard semble avoir voulu immanentiser son désir métaphysique de justice à la grammaire, comme s'il avait certes trouvé l'erreur, mais au détriment de ceux au nom de quoi il la cherchait, et de ceux au nom de quoi cette erreur est bien une erreur, comme si en quelque sorte un choix méthodologique était devenu un sacrifice métaphysique. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Michel, pour ce timing parfait, d'abord. Et puis, d'autre part, pour cette belle conférence inaugurale à laquelle nous allons avoir à réagir. Mais je donne tout de suite la parole à la salle. Monsieur Vietis. Ce qui me frappe dans cette constitution, c'est que je ne questionne pas du tout son authenticité, je demande de préciser ça, si c'est un sens. Disons qu'au fur et à mesure que la discussion avance, le terme de pour ça, je trouve de connotation, comment dire, une sorte de factualité établie de la règle, d'existence de critères forts qui servent à inclure ou non une phrase, un cheminement de phrase dans son régime et dans son genre. Et si on rétablit quelque chose comme une modalité, je sais pas, de recherche un peu plus interrogative, pas simplement une modalité descriptive, une modalité finalement, où la question serait qu'est-ce qui fait signe et où, en quelque sorte, la modalité prescriptive est inséparable d'une modalité interrogative sur le signe qu'il convient de percevoir. Et alors à ce moment-là, est-ce que, comme il n'y a pas cette espèce de hiatus très fort entre cette, disons, cette injonction non grammaticalisable, si on peut dire par essence, et puis la recherche d'un établissement grammatical ultérieur, est-ce que ce hiatus, je ne sais pas, se résorbe, mais se retrouve à nouveau. Il m'a semblé qu'on finissait par écarter entièrement parce qu'on ne se préoccupait plus de savoir comment le signe advient, comment finalement on entend ce qu'il faut même entendre. Je ne sais pas, par exemple, un ton qui est plus ou moins interrogatif ou prescriptif, on n'a sans doute pas une tonalité. Donc lorsque on enlève, on montre en quelque sorte, on ne réduit pas la parole, disons, à une certaine établie, et qu'on en fait le lieu de signe éventuellement à entendre sur un certain ton, alors quelque chose de cette hiatus me semble moins fermement établi. Je comprends. Je crois qu'il y a déjà effectivement, dans ta question, tu soulèves l'ambiguïté du mot grammaire, oui, ou le mot genre. Fortement identifié. Absolument. Discours médical, je ne sais pas, peut-être qu'on va d'ailleurs l'apprendre au cours des exposés qui vont suivre. Je ne sais pas si le périmètre qui est englobé derrière le mot grammaire ou langage chez Lyotard et chez Wittgenstein est rigoureusement le même du point de vue des Wittgensteiniens. Je ne le sais pas. En revanche, ce que je crois avoir compris chez Lyotard, c'est que à l'intérieur du mot langage, il emploie plus lui-même le mot langage que le mot grammaire, je crois. Et il emploie le mot langage et le mot phrase plus que le mot grammaire. Peut-être que j'ai exagéré moi avec le mot grammaire, qui est plus d'origine wittgensteinienne. Mais lui, il n'a pas un sens restrictif du tout. À partir du moment où il pose le langage comme radicalement englobant, comme impossible à transcender, du coup, tout ce qui fait signe, même ce dont on ne sait pas encore aujourd'hui qu'il fait signe, est inclus et est englobé. Rien n'est rejeté. Et en particulier, un simple silence est déjà un signe. Donc je pense de ce côté-là que la vision de ce qu'est un signe chez Lyotard serait, c'est peut-être historiquement illégitime, mais conceptuellement ça me semble légitime, serait peut-être beaucoup plus proche de Peirce que de qui que ce soit d'autre. A priori, tout fait signe. Et effectivement, à partir du moment où tout fait signe, est-ce que la question à ce moment-là que tu poses, c'est est-ce que, en ayant une vision extrêmement large de ce qui fait signe, est-ce que le hiatus diminue? Le problème, c'est qu'on cherche une légitimation, c'est-à-dire qu'on cherche une orientation, donc on cherche des règles. Et à ce moment-là, on est ramené au sens courant du mot grammaire, c'est-à-dire que où on va légitimer, où on va poser l'horizon de justice en explicitant des règles, et là on retombe effectivement dans la grammaire, où on s'ouvre à ce qui est au-delà de ces règles, éventuellement à ce qui est sentiment ou à ce qui est silence, et là on est dans quelque chose qui ne relève plus véritablement d'un genre de langue, d'un genre de discours ou d'un régime de phrase, qui est tout cet univers, je crois qu'un des exposés d'ailleurs est consacré à cela, tout cet univers du silence.
Donc je crois que pour reboucler, vraisemblablement, pour rebondir sur ta question et pour reboucler avec ce hiatus, vraisemblablement, il faudrait faire tout un développement sur la notion de silence chez Lyotard. Peut-être que là, il y a quelque chose à récupérer. Peut-être que là, il y a quelque chose qui fait signe, qui serait difficile à ranger à l'intérieur de la mécanique des régimes et des genres, et qui permettrait de reboucler, mais reboucler sur quoi? Reboucler peut-être sur la notion de souffrance humaine, et à ce moment-là, on n'est plus à nouveau dans la mécanique langagière. Moi, c'est cette... pour expliciter la compréhension de la justice et de l'injustice, je n'y arrive pas sans sortir de ce périmètre grammatical, même au sens large. Sauf à investiguer sur la notion de silence, que je n'ai pas fait, ce que d'autres vont faire d'ailleurs dans ce colloque, et peut-être que la réponse à ta question viendra à ce moment-là. Qu'est-ce que l'on peut faire avec cette notion de silence? Donc il faut toujours évoquer une zone où faire et entendre ne soient plus si clairement distingués. Et deuxièmement, où la position du destinateur, ou même le destinataire, soit incertaine par rapport à un impersonnel de la parole qui retentit. Donc il y a toujours nécessité de créer une zone qui n'est pas dénuée de l'éminence du langage, évidemment, mais dans laquelle se brouille la différence entre faire et entendre, et où les pôles de la destination sont incertains. Moi, c'est ce que je retiens de cette remontée vers ce moment d'injonction non dramatique. Si vous le voulez bien, alors on a déjà débordé, alors je sais que ce n'est pas de votre fait, mais enfin, Corinne, une minuscule question peut-être à... Ouais. Je voulais savoir, je vais aller très vite, si tu penses que le silence ne peut pas avoir le statut de la grand-mère, c'est probablement la même idée que celle qui m'a pris, ou bien alors, sauf à le penser sur le mode du statut interrogatif, si j'ai compris, par exemple, ça c'est ma première question. Et si effectivement le silence n'a pas de statut dans la grammaire, est-ce que nécessairement la conclusion à en tirer, c'est qu'il faut une anthropologie? Parce que c'est ça que tu dis. C'est-à-dire qu'il faut un homme souffrant, venu de l'extérieur de ce monde de langage, dont tu dis que Lyotard a, ça est juste, hein, d'ailleurs tout ce que tu nous as raconté est magnifique, extraordinairement juste, donc à évincer l'homme qui est comme une espèce d'angle mort ou de point aveugle qui justifierait toute la construction. Alors, la seule chose qui me gêne un tout petit peu dans la question, c'est le mot anthropologie. C'est-à-dire que je ne sais pas si on est condamné à fonder la justice sur une anthropologie ou, du moins, à fonder la justice sur quelque chose qui ne soit pas une immanence, un processus, la grammaire étant un processus que l'on peut choisir méthodologiquement, on peut en choisir un autre, mais je crois que dès lors qu'on s'enferme dans la description d'un processus quel qu'il soit, la notion de justice nous échappe déjà. Il faut une injonction qui vient d'ailleurs. Une injonction humaniste qui vient d'ailleurs. Après, elle peut peut-être être fondée anthropologiquement, elle peut sûrement être fondée autrement qu'anthropologiquement, mais effectivement, je te suis dans cette remarque qui est effectivement le fond de ce que j'essayais de dire, qui est que je ne comprends pas comment on peut se placer sous l'injonction de la justice en refusant que cette injonction vienne comme une prémisse d'un ailleurs.